Bienvenue à tous à ce webinaire-là sur comment épargner sur son prochain voyage. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Yacine Bakri, qui est directeur de la croissance numérique chez Co. Co, qui est une néobanque qui a des cartes prépayées qui permettent notamment là, de voyager et puis d'accumuler des récompenses. Mais la raison pour laquelle Yacine est ici, c'est aussi parce que Yacine est un grand voyageur. Yacine, tu étais dans 20 pays, est-ce que je me trompe, que tu as visité? Exactement, Et, exactement. et en plus, tu te définis comme un nomade digital ou un nomade numérique, c'est-à-dire que ton employeur, Co, te laisse travailler d'un peu partout présentement. Est-ce que tu es, au Canada ou tu es, à l'extérieur? Écoute, présentement, je suis à Montréal. Il Ah, y a un mois, j'étais en Colombie, mais là, c'est l'été, donc ah Montréal ben oui. appelle et Montréal, ça reste quand même un amour pour moi. Donc, je préfère tout le temps passer l'été ici à Montréal. C'est juste incroyable et incomparable. Effectivement, c'est l'hiver qui Oui. est moins génial. Donc, ben, première question. Puis, tu sais, ça m'intéresse l'aspect. J'ai toujours été fasciné là, par les gens qui faisaient tu sais, des digital nomades. Dans quelle mesure c'est différent? Est-ce qu'il y a des trucs pour tu sais, parce que c'est une chose d'aller, je ne sais pas, dans un tout compris ou d'aller pendant quelques jours visiter une nouvelle ville, mais si on reste pendant. T'es resté combien de temps en Colombie par curiosité? Oui, alors, je suis resté 3 mois, presque 3 mois et demi en Colombie. Oui. Et ça, c'était ma deuxième fois en Colombie. L'année passée, j'ai fait un peu 3 pays en Amérique latine, à savoir la Colombie. Mais je suis tombé amoureux de ce pays. Puis je me suis dit, je vais revenir et cette fois-ci, je vais essayer de passer plus de temps possible là-bas. Et c'est pour ça que je suis resté 3 mois et demi là-bas. Puis, comment tu as fait? Est-ce que tu étais à l'hôtel tous les jours, Airbnb, un appartement? C'est quoi les. Alors, c'est une excellente question parce que justement, pourquoi je te parlais de ce que je faisais l'année passée versus cette année. L'année passée, je voyageais presque tout le temps. Donc, chaque semaine, je passais mon temps dans une ville. Puis par la suite, le week-end, je vais prendre le vol pour une autre ville. Donc, je dirais que le moyen privilégié, c'était réserver des chambres d'hôtel vu que justement, tu as beaucoup plus de choix en termes de quartier, mais aussi c'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus abordable en Amérique latine de rester dans un hôtel. Mais quand il s'agit des longues périodes, bah, c'est là où Airbnb puis les locations à long terme, à savoir 2, 3, 4 semaines, c'est beaucoup plus intéressant, sachant que Airbnb, par exemple, quand vous réservez euh, plus qu'un mois dans une maison, bah, vous avez quand même un rabais de 30%. Donc, OK. c'était quand même comparable à ce qu'on paye, même si ça restait cher par rapport au coût de vie en Amérique latine, mais c'était beaucoup plus comparable à ce qu'on aurait payé si on restait, par exemple, à Montréal. OK, donc c'était pratiquement le prix d'un appartement. Par curiosité, là, je ne sais pas si je vais trop loin dans mes questions. Tu payes combien par nuit? Tu sais? Oui, alors je n'ai pas le montant exact par nuit parce que comme je t'avais dit, j'avais réservé pour un mois. C'était donc je payais au mois, mais c'était aux alentours de 1200 et c'était dans un hôtel appart. Donc c'était vraiment un hôtel mais qui offre des appartements et c'était 1200 je dirais pour un 3,5. Après, vous pouvez trouver à 900 dollars quand vous pouvez trouver à 1900 dollars. Ça dépend de votre budget, mais le mien, je l'avais payé à 1200. Ben, si tu veux un deal, Auré qui assiste au webinaire, il dit qu'il y a un Airbnb à Medellin, puis il met le lien dans la conversation. Je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Puis, question, tu sais, quand on parle d'hôtel, parce que oui, effectivement, si on va de longue durée, ça peut être intéressant de regarder des appartements via Airbnb ou une autre plateforme. Est-ce que c'est mieux de réserver à l'avance ou parce que moi, j'ai déjà pris des risques où j'utilisais ces applications-là. Je ne sais pas si ça existe encore, mais Expedia, Hotel Tonight, puis il y a toutes sortes d'applications, là, tu sais, Priceline, on a, qui permettent de dire, on ne sait pas c'est quoi l'hôtel, Mhm. et on a un prix, ça dit, ah, ça c'est un hôtel de 4 étoiles dans tel secteur de la ville. C'est
ça coûte 150 et on ne dit pas c'est quoi, mais c'est un bon deal. Et en général, c'était des bons deals, sauf le soir où il n'y a plus d'hôtel dans la ville où tu te trouves et que tu passes Oui. la nuit dans un McDonald's. Donc, est-ce que tu utilises ce type d'application-là ou tu réserves à l'avance? C'est quoi ta stratégie? Alors, figure-toi que moi, ce que je fais souvent, c'est que moi, j'essaie toujours de planifier bien à l'avance. Et comme tu as dit, même quand je planifie à l'avance, je vais même utiliser d'autres outils, à savoir, par exemple, Hotwire, qui offre, par exemple, des réservations dernière minute avec des hôtels, des noms masqués, etc. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais on vous dit, ah, c'est le quartier tel, et vous pouvez payer autant. Mais franchement, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que parce qu'il montre quand même 3 photos et j'essaie quand même d'essayer de trouver le nom de l'hôtel en cherchant, par exemple, sur booking.com. Donc, au moins, j'ai une idée de quel hôtel il s'agit. Mais franchement, je ne te cache pas, moi, je préfère quand même réserver bien à l'avance parce que j'essaie quand même de minimiser le risque, sachant, comme tu as dit, quand il s'agit d'une destination qui est hyper prisée, où tu as beaucoup de voyageurs et de touristes là-bas, donc parfois tu risques de ne pas trouver grand-chose. Donc, je préfère quand même prendre un hôtel, annulation gratuite, et je fais souvent ça Oh, wow! à New York. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que parce que ça m'est arrivé là, de passer la nuit dans un McDo. Je pense que c'était en Finlande, puis il n'y a pas tant d'hôtels que ça, puis il y avait, en tout cas. Mais les autres fois, ça a toujours marché, sauf ce soir-là. Mais c'est exactement ça. Super En fait, intelligent. moi, par exemple, ça dépend, comme je t'avais dit, de la destination ou aussi, par exemple, New York. Souvent, ce que je fais, parce que j'adore cette ville et je sais que les hôtels ne sont pas donnés. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre une réservation avec annulation gratuite. Et je sais que Hotwire, ils sont qui a un comparateur d'hôtels avec des hôtels masqués. Hotwire, ils sont très présents à New York. Et ce que je fais, c'est que je vais attendre 2 jours, 3 jours avant le délai pour l'annulation gratuite. Et je vais chercher sur Hotwire si j'arrive à trouver quelque chose de comparable, moins cher ou pas. OK. Mais tu as tout à fait raison. Non, mais c'est super intéressant comme j'avais même pas pensé à ça. Fait que il y a déjà de la valeur qui est créée ici. Je sais pas si tout le monde y a pensé sauf moi, mais c'était comme le downside là. Puis ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait justement pour cette raison-là parce que c'est comme plus simple quand tu es en voyage de savoir où tu vas dormir. Ouais. Mais super truc. Parlons de carte de crédit là. C'est sûr que tu travailles pour Coop, mais est-ce que c'est la carte principale que tu utilises quand tu voyages? Puis comment tu sais, c'est sûr qu'il y a des cartes de crédit, que ce soit Coro, je pense, qui offre quand même des récompenses et d'autres qui sont très axées sur le voyage. Donc, comment tu utilises les cartes de crédit, Coro ou autres, pour justement économiser sur tes voyages? En fait, ça dépend du contexte. Je pense que, comme pas mal de personnes ici, j'ai plus qu'une seule carte. Donc, mais ça dépend. J'essaie de faire l'optimisation d'utilisation et d'usage. Donc, par exemple, si par exemple je vais réserver avec Air Canada, probablement je vais choisir une carte qui va offrir des avantages au niveau des points d'aéroplane, par exemple. Mais pour l'utilisation du jour au jour, en fait, les cartes crédit pour les voyages, c'est beaucoup plus intéressant, comme je t'avais dit, pour la réservation d'un billet d'avion, un truc comme ça. Mais pour tout ce qui est utilisation du jour au jour, ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que après, quand vous faites le calcul à long terme, vous vous retrouvez avec, disons que c'est pas la méthode la plus optimale. Par contre, ce que je fais, comme je vous ai dit, pour du jour au jour, bah, j'utilise des cartes prépayées. Souvent, j'utilise Coho. Donc, à l'étranger, ce que je fais, parce qu'avec avec Coho, bah, de un, vous pouvez, sur quelques forfaits, vous payez pas de frais de transaction, donc frais de change. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça s'accumule, genre transaction après transaction, au restaurant, au café, prendre un taxi, etc. Ça s'accumule. Mais ce que je fais, c'est que aussi, je vais essayer de faire un retrait en argent et avoir de l'argent à côté. Et normalement, ce que je fais, c'est que je vais prendre une somme qui va
peut-être couvrir une bonne partie de la période de mon voyage. Et après, je minimise les frais de transaction parce que je n'utilise pas ma carte souvent, donc je paye moins. Mais aussi parce que quand vous avez du cash, bah, vous minimisez le risque d'être dans un endroit où ça n'accepte pas les cartes crédit ou aussi parfois quand on vous vole votre carte crédit, parce que moi, ce que je fais, c'est que je retire et je la laisse à l'hôtel. Et quand on vous vole peut-être votre carte crédit, et là, on peut l'utiliser à gauche, à droite. Donc, souvent, c'est ce que je fais, surtout pour des destinations où, par exemple, je ne connais pas du monde là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, je vais souvent me promener, etc. Donc, je préfère quand même avoir du cash à côté que d'avoir ma carte crédit. Puis c'est quand même intéressant parce que, tu sais, quand on va en voyage, souvent on dépense trop. C'est quand on regarde le relevé de carte de crédit le mois suivant, après notre retour, qu'on se dit merde, on a exagéré parce que souvent, surtout quand on est en vacances, peut-être en télétravail, là, on est peut-être plus dans le monde réel, mais quand on est en vacances, on veut se faire plaisir, on est fatigué, on se dit ah, je suis juste en vacances une semaine par année, je peux me le payer. Fait que l'idée d'utiliser une prépayée ou de l'argent liquide, ça te permet de savoir exactement comment tu dépenses parce que, puis je pense que tu as mentionné le taux de change, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, là, mais les cartes de crédit souvent vont charger, non seulement il y a le taux de change, il faut se familiariser avec combien je paye, c'est combien tant de pesos, c'est combien de tant de dollars. On est habitué avec les dollars américains au Canada, mais pour les autres devises, souvent, on n'a pas vraiment idée. Mais après ça, ils vont charger un 2,5 3 pendant des cartes de frais de transaction. Donc, non seulement, on ne sait pas exactement combien on dépense parce qu'on connaît mal la devise, et en plus, on va payer un frais supplémentaire. Puis ce que tu me disais quand on s'est préparé au webinaire, c'est que Koho a, je pense, une version qui permet de ne pas payer de frais de devise. Oui. Si je me trompe. Exactement. Donc, on a deux forfaits qui vous permettent de ne pas payer de frais de devise, mais aussi, comme je t'ai dit, d'avoir un retrait d'un guichet automatique à l'international gratuitement. Okay. Donc, d'où vient, par exemple, moi, j'essaie quand même d'optimiser et d'utiliser ce retrait gratuit pour avoir assez d'argent à côté. Quand tu dis un retrait gratuit, une fois dans la vie de la carte ou une fois par mois? Ou... Une fois par mois par destination. OK. Puis en général, ça coûte, c'est quoi les frais? J'imagine que c'est plus que moi. À Montréal, je me fais tout le temps avoir avec des trucs à 4,75 là, dans les restaurants qui, pour des raisons officiellement pas de blanchiment d'argent, pas de POS system. Mais ça coûte combien? C'est quoi ton expérience de frais? J'ai jamais regardé ça, j'ai déjà retiré à l'étranger, mais j'ai jamais été dans le détail, checker combien ça me coûtait. En fait, ça, c'est une bonne question parce que moi, je me rappelle, à un certain moment, je voulais me faire plaisir. Je me suis laissé aller par le message marketing et j'ai pris une carte, je ne vais pas citer le nom, mais elle était très chère et il joue souvent sur ça, les voyages, c'est pour les voyageurs, etc. Vous avez accès à 1000 lounges dans le monde, mais honnêtement, combien de lounges dans un aéroport on va passer notre temps? Pas assez souvent que ça. Donc, c'est toujours intéressant de se poser des questions, genre, OK, est-ce que moi, je vais utiliser ça? Combien de fois je voyage? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Parce qu'après, quand vous prenez les frais de change, et comme tu as dit, peut-être c'est 2%, 1,5%, mais vous additionnez ça ou combien ça vous coûte d'avoir une carte crédit, et les frais annuels et les intérêts. Là, ça s'accumule. Moi, je me suis retrouvé un jour j'étais en train de faire le calcul et je me suis retrouvé avec en moyenne payé, je dirais, $200 par mois en intérêt. Wow, ça finit par être cher. Ça, c'était très cher. Et tu sais, souvent, on te dit, ça, c'est des frais d'utilisation, frais de maintien de compte, et souvent, c'est des petites sommes qui peuvent passer inaperçues. Mais bien évidemment, j'ai dû arrêter cette carte parce que il y avait aussi, comme je t'avais dit, l'aspect émotionnel. Ah, j'avais cette carte,
c'est quand même c'est un status symbol pour exactement. C'était un statut, mais qui était très cher à long terme. Puis effectivement, moi, j'ai été quelques fois dans des loges. Je trouve ça, c'est vraiment le fun là, par rapport à être accordé comme des petites saucisses là, dans les sièges. Par contre, puis effectivement, tu parlais des cartes premium qui viennent avec des trucs comme Dragon Pass. Puis il y a plusieurs programmes comme ça Oui. qui permettent d'avoir un accès limité là, dans un réseau de lounge. Mais, souvent, la valeur de ça est 300 $. Fait qu'il faut réfléchir aussi. C'est ça, est-ce que j'ai besoin? Puis souvent, on peut payer individuellement. Ça va coûter 30, 40 $ rentrer dans une lounge. Donc, pour mon utilisation, c'est clair que si je veux me faire plaisir parce que je m'en vais en voyage, puis je vais aller dans un lounge, mais je peux payer le ticket individuel. Puis aussi, il faut savoir que peu importe les cadeaux que vous avez, ultimement, c'est un calcul qu'ils font. Fait que si vous n'avez pas besoin de ça, peut-être aller vers une carte qui offre des cadeaux qui sont plus des remises en argent ou des remises en points ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est une bonne... c'est quelque chose à tenir en compte quand on magasine. Effectivement, il y a aussi les trucs de gens qui vont souscrire une carte de crédit avec des avantages et l'annuler avant la fin. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont l'annuler, puis là, tu finis par mettre ton Netflix, ton Disney+, ton Spotify, puis le téléphone, puis là, canceller une carte de crédit pour les gens paresseux, c'est quand même du trouble. Des fois, tu es obligé d'appeler, il faut que tu te connectes à toutes sortes de comptes. Donc, eux autres, ils misent sur le fait que, un peu comme les casinos, qui utilisent pas beaucoup pour les joueurs, là, qui utilisent pas beaucoup de decks au blackjack, les gens pensent qu'ils peuvent compter les cartes. La réalité, c'est que la plupart des gens qui pensent qu'ils peuvent compter les cartes n'ont pas la discipline pour le faire, puis ça finit par attirer des gens. Fait que, selon moi, c'est une stratégie qui peut fonctionner. Il y a certaines personnes qui sont très, très, très disciplinées là-dedans puis qui aiment jouer ce jeu-là. Cela dit, pour les gens qui sont moins disciplinés, dont je fais partie, des fois, il faut faire attention. Personnellement, j'aurais pas 5 cartes de crédit juste parce que je suis pas souvent à mon affaire. Je préfère centralisé sur une carte de crédit. J'en ai 2, là, techniquement, mais j'en utilise surtout une. Parce que j'aime ça, que mes choses soient simples. Puis je pense que Koho, ça peut être... ça a le bénéfice d'être simple. Tu me parlais parce que, Koho, présente sa carte comme une carte de voyage. Je sais que c'est la même carte, c'est la carte Koho. Mm-hmm. C'est quoi les autres avantages d'utiliser une carte Koho pour économiser? Oui, alors, comme tu avais dit, Koho, c'est quand même, vous offre un compte de dépenses, mais aussi d'épargne. Et ça vient accompagné d'une carte prépayée Mastercard, mais aussi d'une application intelligente qui vous permet justement de mieux gérer votre budget et vos dépenses. Et ça vous offre aussi jusqu'à 2% de remise en argent. Ça vous aide aussi à améliorer votre dossier de crédit. Donc, on a des outils qui nous permettent justement pour les gens qui veulent améliorer leur dossier de crédit de les accompagner, mais aussi de faire je dirais on a des options dans l'application qui vous permettent d'avoir vraiment un outil assez solide pour améliorer votre dossier de crédit. Et on a aussi d'autres options, à savoir, comme tu as dit, des remises en argent avec des marques partenaires, surtout pour les voyages, par exemple, jusqu'à 6% avec Booking.com pour les gens qui l'utilisent. Moi, je l'utilise beaucoup, surtout pour les voyages en Europe. C'est Booking.com, c'est très intéressant de voyager et de réserver avec eux. On a aussi des options pour définir je dirais, vos objectifs d'épargne. Et vous pouvez chaque mois mettre de l'argent dans cet objectif. Donc, vous pouvez, par exemple, un utilisateur normal, il pourrait avoir un objectif pour acheter une voiture, un autre objectif pour voyager en Espagne, puis un autre objectif pour, je ne sais pas, payer pour son université ou bien sa prochaine formation. Et vous pouvez automatiser ça et dire, chaque mois, je veux déduire tant de mon solde pour le mettre dans l'achat de ma voiture.
j'essaie de déduire tant pour le mettre dans mon prochain voyage et j'essaie aussi de déduire tant pour le mettre dans l'achat, dans le financement de ma formation, par exemple. Puis présentement, quand l'argent, mettons que j'utilise la fonction d'épargne, est-ce que vous donnez des intérêts? Oui. Alors, on peut offrir jusqu'à 4% d'intérêt. Ce qui est vraiment très Quand intéressant. tu dis jusqu'à 4%, c'est quoi les conditions? Puisqu'il y a plein de comptes d'épargne qui annoncent des trucs quand même assez élevés, là, du 4%, 5%, j'ai même vu, mais en général, il y a un petit astérix à côté. C'est quoi le petit astérix? Alors, excellente question. Le petit astérix, c'est que ça dépend de votre forfait parce qu'après, vous avez des forfaits, comme je vous ai dit. Donc, on a 4 forfaits. On a un forfait gratuit que vous pouvez utiliser pour essayer l'application, etc., voir si ça vous convient ou pas. Après, l'utilisateur a le droit de choisir entre 3 forfaits payants. Donc, chaque forfait est conçu pour un client type ou pour un comportement type de consommation et de dépenses. Pour les 2 forfaits, je dirais, qu'on a premium, là, celui le plus premium, on peut vous donner jusqu'à 4%, mais c'est 4%. C'est combien par mois le forfait premium? Le forfait premium, c'est $19. Okay. Mais ça vient, comme je vous ai dit, ça vient avec 2% de remise en argent. Ça vient aussi avec un prix promotionnel pour l'outil d'amélioration de dossier de crédit. Et ça vient aussi avec d'autres avantages, à savoir, comme je vous ai dit, l'annulation et la suppression des frais de change quand vous êtes à l'étranger, retrait gratuit d'un guichet international par mois. Et ça vient aussi avec d'autres avantages. Donc, pour les intéressés, vous pouvez tout le temps consulter notre site web pour avoir plus d'informations là-dessus, ou beaucoup mieux notre application. Et voilà, en fait, après, ça dépend aussi je pense que les utilisateurs, ils ont le droit aussi de faire un test et d'avoir un essai gratuit pour voir si c'est quelque chose qui convient à leurs besoins. Mais personnellement, moi, j'utilise le forfait premium et franchement, j'ai fait pas mal d'économies, je dirais. Genre, ça fait maintenant presque, je dirais, 1 an et demi que je suis dessus et je suis déjà à $800 de remise en argent. Donc, ça, c'est beaucoup plus… Les remises, ce n'est pas des points, donc tu peux juste te transférer dans ton compte courant puis dépenser. Oui, alors c'est ça l'avantage aussi parce que souvent, Julien, tu sais très bien, il y a des cartes qui vont vous offrir des points, mais quand vous faites la conversion, c'est rikiki, c'est pas grand-chose. Il faut être stratégique, c'est ça que je dis tout le temps, parce que les gens comme Arbekin, on parle beaucoup de cartes de crédit, me demandent toujours c'est quoi la meilleure, est-ce que c'est mieux remise en argent ou point. La réponse, c'est que pour les gens qui aiment ça un peu, lire tous les petits détails, il y a possibilité d'aller chercher un petit peu plus avec les points en étant très stratégique. Pour la plupart des gens qui, justement, n'auront pas cette discipline-là de tout lire les petits détails puis d'essayer différentes choses, la remise en argent, la beauté, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a, on transfère l'argent. Et parce qu'il y a un moyen de mal dépenser ses points et d'obtenir moins. Tandis qu'avec la remise en argent, on n'a pas trop besoin de travailler. Mais effectivement, je ne suis pas en train de dire, si on veut, pour les gens qui sont très stratégiques puis qui vont lire tout le programme puis savoir comment exactement le dépenser puis quand, on peut aller chercher un petit peu plus avec des points récompenses. Ça dépend du type de personnalité. Si on est paresseux, remise en argent. Puis je pense que tout le monde a l'impression… Je pense qu'il y a plus de gens paresseux. Je ne suis pas si rare que ça. Donc, pour beaucoup de gens, je pense que les remises en argent, c'est bien. Mais pour les gens qui ont envie de gérer ces programmes-là, il y a moyen d'aller chercher un petit peu plus des fois. Effectivement. Et juste pour conclure, et l'avantage aussi avec O, parce que parfois on oublie ce détail aussi, c'est important, c'est que vous pouvez voir la remise en argent d'une manière instantanée. Donc, si vous utilisez la carte et vous allez dans un supermarché et vous dépensez 100 pièces, vous allez voir $2 dans votre compte immédiatement. Donc,
C'est cool, ça. Puis, une autre question, parce qu'on n'a pas trop parlé, on a parlé d'hôtels, les billets d'avion. Puis là, j'ai payé, le pire que j'ai payé, c'est quand Air Canada est pas parti, puis j'avais un rendez-vous important à Vancouver, j'ai pris un WestJet à 5 minutes à la gate, ils m'ont chargé, je pense, 1200$ pour un aller simple à Vancouver. Fait que ça, je pense, c'est le plus cher que j'ai payé. Merci Air Canada qui m'ont même pas remboursé. Anyway, rien contre Air Canada, j'ai une mauvaise expérience. Et je pense que le meilleur coup que j'ai fait, c'est au début, la compagnie qui a fait faillite durant le COVID, s'appelait Wow Air. J'ai réussi à avoir des billets aller-retour Berlin-Montréal pour 450$, taxes incluses. Fait que ça, c'était mon meilleur deal de dernière minute. Puis je connais des gens qui n'arrêtent pas de trouver des deals. Puis le problème, je pense que c'est une question de temps. S'il existe des sites, tu sais, il y a une page Facebook, je pense que c'est YouLair. Oui. Il y en a plein, là. C'est quoi l'autre? Il y a You'll Deal. Ouais. You'll Deals. Il y a les vols d'Alexis. Oui. Et à chaque fois que je regarde ça, je clique puis j'arrive pas à voir le billet. Ou si je le vois pendant une seconde, j'ai pas le temps de parler à ma copine puis de regarder mon calendrier puis de m'assurer que c'est un bon moment pour voyager. Fait que j'ai pas trop accès. Toi, est-ce que en général, tu arrives à avoir des bons deals? Parce que je sais que ces deals-là existent, mais sont difficiles à avoir. Oui. Alors, pour un Marocain comme moi, parce que je suis maroco-canadien, mais pour un Marocain comme moi, normalement, je viens d'un pays où les vols, ça coûte, je dirais, $40, $60. Donc, pour moi, c'est très important. J'ai une relation ou bien une perception assez différente de qu'est-ce qu'un billet d'avion qui n'est pas cher. Donc, oui, je peux confirmer qu'au Canada, les billets d'avion, ça pourrait être très coûteux et très cher. Donc, moi, ce que je fais, c'est que pour moi, c'est un peu un challenge, parce que souvent, ce que je vais faire, c'est que, comme je t'avais dit, je vais vraiment voir bien à l'avance combien ça me coûterait pour acheter un billet d'avion. Mais après, est-ce que je peux l'optimiser? Donc, ce que je fais, c'est que, par exemple, je vais aller sur kayak.com et c'est ce que j'utilise souvent. Et au lieu de mettre juste mes dates, ce que je pourrais faire, c'est que je mets des dates flexibles. Donc, je pourrais dire, OK, voici quand est-ce que j'ai envie de voyager. Mais si tu peux trouver un vol moins cher 3 jours à l'avance ou 2 jours à l'avance ou 2 jours après, tu me montres l'offre aussi. Donc, on finit avec un tableau sur Kayak qui vous dit le jour et aussi le nom du vol et combien le vol pourrait coûter pour les jours d'une semaine spécifique. Donc, par exemple, au lieu de voyager un mercredi, je pourrais voyager un mardi, mais quand même économiser 100 pièces, par exemple. Et ça change. Ça pourrait vraiment changer du jour au lendemain. Ce que je fais aussi… Est-ce que tu utilises des VPN? Parce que c'est fou comment… Puis, je sais que je ne vais pas me plaindre, mais la fois où j'ai payé 1500$ pour mon vol aller simple à Vancouver, je pense que c'était 1 heure avant, j'ai demandé le prix à la gate. C'était même pas sur Internet, là. Oui. Et je pense que c'était peut-être, je me souviens plus exactement le prix, mais c'était peut-être 200$ de moins. Puis là, finalement, je voulais faire mon rendez-vous. Je ne savais pas si Air Canada allait partir ou non. Ça semblait que non. Puis là, j'étais 5 minutes avant de partir. Là, c'était 200-300$ de plus. On parle d'1 heure de différence. C'est logique parce qu'ils savaient que si j'achète le truc 1 minute avant que l'avion parte, je suis un peu désespéré. Oui. Et effectivement, ils m'ont eu. Et c'est pas juste le temps, ça change tout le temps, ça change en fonction de l'emplacement. Ça change au niveau des cookies. Si vous avez visité tel site puis eux ont réussi à vous suivre, ça peut changer d'un device à l'autre, d'un pays à l'autre. Est-ce que tu utilises des VPN? Est-ce que tu utilises des trucs comme ça pour… Alors, j'utilisais des VPN dans le passé parce que normalement, oui, ils faisaient ce qu'on appelle des stratégies de localisation. Donc, en fonction du pays, on va vous charger et le prix est adapté au pouvoir d'achat de ce pays. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en Colombie, qui veut venir au Canada, si l'algo détecte que l'adresse IP est en Colombie, peut-être qu'ils vont
montrer le prix, mais genre un prix promotionnel justement pour attirer cet acheteur parce que ce serait beaucoup plus adapté à son pouvoir d'achat aussi. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai lu, c'est que les algos, ça devient de plus en plus intelligent. Donc, ce qu'ils font, c'est aussi les optimisations par rapport aux historiques, par rapport à la data, etc. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Mais ce que je fais aussi parfois, et juste pour l'anecdote, quand parfois je n'ai pas une date, je dirais si j'ai envie de prendre un aller simple, ce qui m'arrive souvent, j'essaie de l'éviter ou de le garder comme le dernier choix. Parce que l'aller simple, souvent, ils se disent, ah, c'est un consommateur qu'on ne va pas pouvoir récupérer. Donc, ou c'est un consommateur qui va aller dans cette destination, puis ils vont rester là-bas, ou ils peuvent s'établir même là-bas. Donc, il faut qu'on charge encore plus pour rendre le deal encore beaucoup plus rentable. Donc, juste pour l'anecdote, moi, l'année passée, j'étais au Brésil, j'étais à Rio. Et je voulais rentrer au Canada. Donc, j'ai cherché sur le site Internet. Je trouvais que le billet était de 1200. Juste un aller simple de Rio jusqu'à Montréal. Pardon? Ce qui n'est pas donné. Ce qui est pas donné. Mais ce que je me suis dit, c'est que faut toujours, comme je t'avais dit, éviter l'aller simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je savais aussi que je devais rentrer en juin et je devais aller en France en juillet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Rio-Montréal et j'ai ajouté, au lieu de mettre un aller simple, j'ai mis multi-destination et j'ai fait un Montréal-Paris et après, j'ai fait un Nice-Montréal parce que je voulais faire tout un circuit. Je voulais aller à Montréal, puis après à Paris, puis après à Nice, puis après rentrer à Montréal. Et le billet, ça m'a coûté 1000 $ pour les 3 destinations. Et bon, je ne sais pas si c'était un glitch ou quoi que ce soit, mais tous les blogs ils disent ça. Il faut éviter les allées simples. Au pire des cas, parfois, il y a même, moi, j'ai une amie à moi, elle a pris un aller-retour parce que c'était moins cher qu'un aller simple. Et elle était juste pas, elle était pas un show-up pendant le vol de retour. Et je pense que même maintenant avec Air Canada, il offre cette flexibilité de changer, de vous rembourser le remboursement partiel de votre billet, parce que là, ils se font écraser aussi par la concurrence, surtout en Europe. Donc, ils commencent maintenant à offrir ça. Mais oui, moi, ce que je fais, c'est que si, par exemple, je sais que je vais voyager dans pas mal de destinations et que ces destinations sont probablement desservies par une compagnie aérienne ou par des partenaires de cette compagnie aérienne, bah, j'essaie de mettre le tout et de jouer avec. Parce que quand j'avais mis aussi dans le même vol, quand j'avais mis Nice-Paris, puis Nice-Montréal, là, ça a doublé le prix. Donc, rien que enlever Nice-Paris, qui est un vol que je pourrais très bien faire avec une compagnie low cost, bah, c'était quand même 1000 pièces de différence et ça m'a payé en fait 3 destinations à faire. Puis ensuite, on va commencer à prendre les questions. Sinon, je vois que tu as posé une question, je te reviens tout de suite. Est-ce qu'il y a une stratégie sur laquelle que j'ai jamais fait, mais que j'ai déjà vu en magasinant des vols où je me souviens plus exactement de la destination. Je pense que je voulais aller quelque part aux États-Unis. Et comme j'avais lu sur le fait que des gens vont profiter en fait des layovers, comment on dit ça en français? Des escales. Des escales, c'est ça. Parce que, en fait, un vol avec escale vaut moins cher qu'un vol direct. Donc, forcément, l'escale est quelque part. Donc, si c'est votre but d'aller à l'escale, vous pouvez vous retrouver à payer moins cher. Donc, là, je me souviens plus exactement ce que je cherchais, mais c'était quelque chose dans le sud des États-Unis. Donc, admettons que je voulais aller à Houston. Je me rendais compte qu'en prenant un vol qui serait plus loin, on va dire, admettons que je voulais aller à Atlanta pour rendre l'histoire plus... dans le fond, j'aurais pu trouver un billet pour Houston moins cher avec un layover à Atlanta qu'un vol direct à Atlanta ou même un vol avec layover pour aller à Atlanta parce que justement, en général, les vols directs, ils vont les charger plus cher parce que c'est
ben, c'est plus agréable. Par contre, je sais que les compagnies aériennes n'aiment pas que les gens ne se présentent pas parce qu'ils vont appeler la personne en disant dernier appel, Julien, vous devez vous présenter à tel. Donc, il y a quand même un risque de se faire blacklister par les lignes aériennes si vous le faites à répétition. Si vous le faites une fois, vous pouvez dire que vous avez manqué votre avion, oui, probablement. Est-ce que tu as déjà utilisé ce type de stratégie-là? Je suis curieux parce que je l'ai jamais fait moi-même. Alors, bah, c'est des trucs que j'ai essayé, moi, personnellement. Moi, ce que je fais exactement, et juste pour rendre le truc encore beaucoup plus large, il y a des fois où j'utilise, c'est fait exprès, de taper sur Google, par exemple, les compagnies aériennes qui ne proposent pas des layovers, mais qui proposent des stopovers. Et normalement, la différence entre un layover et un stopover, c'est que, par exemple, moi, je veux aller en Italie et je vais probablement passer par une compagnie aérienne qui le propose, qui s'appelle TAP. TAP, c'est une compagnie aérienne portugaise. Donc, ce que je fais, c'est que je choisis ce vol, mais TAP m'offre la possibilité au lieu de faire juste l'escale de 3 heures ou 4 heures, je pourrais même faire un escale de 2 jours, 3 jours, au même prix, et après aller en Italie et continuer mon voyage. Donc, pour eux, c'est une façon pour encourager le tourisme national. Pour moi, ça me fait une destination de plus au même prix. Mais oui, souvent aussi, les vols avec escale, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, ça aussi, je l'utilise. Parfois, ce que je fais personnellement, c'est que j'essaie de trouver quand même des escales dans des destinations agréables parce qu'il se peut, justement, aux États-Unis, avec United, vous allez remarquer ça. Souvent, c'est des escales de 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures max. Par exemple, si je vois que c'est un vol de 1 heure, une escale de 1 heure à New York, probablement je pourrais le prendre parce que je me dis, même si je rate mon vol, bah, ça reste, ils vont probablement me booker pour le prochain vol qui pourrait être dans la prochaine heure ou dans 2 heures, etc. Parce que c'est un aéroport qui est assez desservi. Et au pire des cas, s'il n'y a pas de vol, il y a un vol le lendemain et ça me ferait une nuit gratuite parce que l'hôtel, la compagnie aérienne doit vous payer l'hôtel et ça me ferait une nuit de plus à New York que je pourrais visiter et profiter. Mais après, ça dépend. Normalement, moi, l'important justement pour économiser de l'argent, c'est de garder l'esprit ouvert et de garder tous ses choix et de regarder qu'est-ce qui nous convient. Comme tu as dit, Julien, on aimerait tous avoir un vol direct pour aller, parce que c'est plus agréable. Mais parfois, il se peut qu'on soit obligé de faire quelques concessions qui peuvent quand même nous faire économiser. On parle parfois même de 400, 500 pièces. Donc, ah ben, justement, il y a Lydie qui dit qu'elle a profité d'un layover de 4 jours au Panama avec Copa Airlines, puis que ça lui a revenu moins cher que le faire avec une escale, dans le fond. Fait que c'est des bons trucs, c'est clair, pour économiser sur les vols. D'ailleurs, je pense que ben, toi, Yacine, tu dois être au courant. Là, les lignes aériennes, en général, surbookent leurs vols. Et ce qui arrive, ça m'est arrivé une fois, ben, en fait, ils n'ont pas vraiment en fait, c'est un gris juridique. Ils ont le droit de le faire, mais ils s'exposent à des poursuites ou à un liability en le faisant. Ouais. De sorte qu'en général, si, mettons, tout le monde se présente, parce qu'en général, il y a toujours quelqu'un qui ne se présente pas et ça fonctionne, de surbooker. Mais dans une situation où, je ne sais pas, il y a 100 places dans l'avion, ils en ont vendu 105, ben, il faut qu'ils convainquent 5 personnes de ne pas prendre leur vol. Et souvent, ils vont faire des offres. Ils vont dire, ah, ben là, on a une situation, si vous pouvez attendre une journée avant de revenir ou attendre 3 heures, on a un autre avion qui arrive, on va vous donner, je ne sais pas, là, un crédit de 200 $ sur votre prochain vol. Et je me souviens, cette fois-là, il faisait cette offre-là au micro, puis là, personne ne bougeait. Puis là, 2 minutes plus tard, c'était plus 200 $, c'était 300 $ après ça. Je me souviens que ça arrive à ce point que, tu sais, je n'étais pas trop intéressé, mais à ce point que ça devenait intéressant. Là, j'étais comme, mes yeux étaient allumés, puis j'étais comme, OK, j'aurais peut-être aller prendre l'offre. Là, c'était comme, OK, nuit à l'hôtel, un billet complet. Puis, tu sais, dans le fond, si tout le monde les faisait attendre, dans le fond, tu sais, ça peut être des belles offres pour les gens qui ont le temps. Effectivement, si on veut aller passer Noël avec sa famille,
l'offre d'un billet d'avion dans le futur est peut-être pas si excitante que ça, mais ça peut être un autre truc pour avoir des vols gratuits, de se retrouver, d'accepter l'offre de la compagnie aérienne pour être en retard, dans le fond. Effectivement, et je pense, Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Yacine? Ok, moi, ce que je fais, parce que là, on est en train de parler des hacks. Hein, parce que quand je vois que c'est un vol, c'était justement, je voulais rentrer au Maroc, c'était un vol complet. Ça se voit parce que c'était la fête et les gens, souvent, ils vont se rendre au Maroc pour visiter leur famille, etc. Donc, moi, ce que je fais, surtout pendant les temps de fête, mais parce que aussi, je suis pas pressé, après, ça dépend, c'est du cas par cas, mais moi, je vais probablement me pointer le dernier dans l'espérance d'être upgradé pour la première classe. Parce que ce qui se passe, c'est que ils vont essayer de remplir le vol. Et pour les dernières personnes, et souvent pour les longues destinations, ils n'essayent pas de overbook. Je pense que même Air Canada, ils ont essayé de limiter ça parce qu'ils l'ont fait l'année passée et ils se sont fait griller. Parce qu'après Covid, tout le monde voyageait et c'était plus rentable pour eux. Donc, moi, je le fais, je l'ai déjà fait pour souvent quand c'est un vol rempli et que je ne suis pas pressé. Ce que je fais, c'est que je vais passer parmi les derniers pour voir justement si on accepte de me upgrade. Donc, ça m'est déjà arrivé de faire ça. C'est vrai que même si on entre le premier, j'ai toujours jamais compris, les gens qui sont les membres premium entre les premiers, mais je veux dire, c'est pas parce que tu entres le premier que tu vas arriver à destination avant les autres. Là. On est tous dans le même avion. Exact, c'est exactement ça. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Je me suis fait upgrader 2 fois par Air Canada. Truc, non, parce que moi, j'attends tout le temps parce que je me suis dit, je suis plus confortable ici qu'être pris dans l'avion, tu sais. Mais là, on a un incitatif économique à être le dernier qui rentre dans l'avion. C'est pas juste parce qu'on est paresseux. C'est exactement ça. Parce que moi aussi, je n'aime pas juste rester debout et genre faire un pas, 2 pas pour que ça avance parce que ça avance pas assez vite. Donc, je préfère quand même rester assis et je me dis, si le vol est rempli, c'est sûr que soit ils vont me mettre sur un vol qui va partir dans pas longtemps et je vais avoir un incitatif, ou ils vont me upgrade. Et ça, c'est une option que eux ils ont. Et moi, on m'a upgrade 2 fois avec Air Canada. C'est cool ça. Là, on va commencer à prendre les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans le chat. J'ai Simon qui attend depuis 20 minutes pour sa question. Sa question, c'est quoi les pays où la carte de crédit voyage co peut être utilisée sans frais de conversion de devise? Est-ce que c'est partout ou il y a des pays spécifiques? C'est partout. Il faut juste avoir un forfait, un des forfaits où c'est permis, les forfaits payants. Donc, mais c'est partout. C'est là où Mastercard est accepté. Le forfait payant, tu m'as dit c'est 20$ par mois ou il y en a un autre? Il y a le 9 pièces et il y a le 19 pièces. Et les deux permettent d'accéder aux sans frais de conversion? Exactement. OK. Génial. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Simon dit merci. Si vous avez des questions, que ce soit en général sur le voyage, la conversation qu'on a eue sur Koho, n'importe quelle question auquel on peut répondre avec nos 2 cerveaux, on va essayer d'y répondre. Fait que sinon, je sais pas, Yacine, toi, est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais ajouter? Moi, j'ai posé pas mal mes questions, cela dit. Je pense qu'il y a peut-être une couple de trucs là, que tu m'as. Parce que j'ai appris des choses ce soir. Puis pourtant, j'ai voyagé un peu. Puis une couple d'affaires que je prends en note. Est-ce que tu as d'autres stratégies que tu peux partager avec nous? Oui, par exemple, moi, ce que je fais, et surtout pour les voyages courte durée, essayer aussi de faire une combinaison de vol plus hôtel, parce que souvent, ça se passe par commission pour les comparateurs de voyage et souvent, on peut tomber sur des offres qui sont pas mal. Peut-être, ça va être le même prix en termes d'hôtel, mais souvent, même, ça revient au même prix d'acheter un billet d'avion plus une réservation d'hôtel d'une manière séparée. Mais quand vous combinez les deux, si ça ne fait pas un avantage en termes de prix, ça pourrait faire un avantage en termes
si c'est un vol direct ou pas, ou bien la qualité du voyage. Justement, j'étais en train de parler hier avec une amie qui veut aller au Mexique et normalement, elle m'a dit le total, ça me coûterait tant. Donc, on a fait une autre recherche, mais en combinant vol et hôtel, et on a trouvé c'était le même prix. Par contre, c'était avec Air Transat et c'était un vol direct, alors que le prix le plus bas qu'elle avait trouvé, c'était avec une compagnie américaine où elle devait faire l'escale à Houston. Ouais, puis j'ai l'impression qu'en vieillissant, quand j'étais plus jeune, pour économiser 10 piastres, j'étais prêt à perdre 4 heures. Mais en vieillissant, on se dit, tu C'est sais, ça. faire 3 escales, là, puis rester debout 20 heures là, pour aller quelque part, c'est un peu ordinaire. Puis on apprécie un beau vol clean direct. Fait que c'est une bonne stratégie. Puis sur Booking, tu parlais de Booking, moi j'utilise surtout Expedia Oui. puis Priceline, mais sur Booking aussi, tu peux faire du vol et hôtel? Je pense oui, maintenant c'est rendu possible parce que Expedia et Booking, c'est la même. Expedia est le propriétaire de Booking, donc c'est juste qu'ils ont plusieurs sites. Donc là, je pense que sur Booking, vous pouvez le faire aussi. Un autre hack, normalement pas beaucoup plus par rapport au vol et à l'hôtel, mais beaucoup plus par rapport au coût de vie dans la ville ou la destination que vous souhaitez visiter. Moi, j'utilise quand même un outil ou bien un site web qui s'appelle Numbeo. Donc, je vais essayer c'est Numbo. Je pense que j'avais. C'est quoi? C'est pour. C'est un site qui compare le coût de ville, par exemple, de Montréal au coût de ville de Medellín, par exemple. Pour vous dire, si vous voulez vraiment budgéter, surtout si vous voulez visiter des destinations qui peuvent être chères, par exemple, comme les pays scandinaves, etc., vous aimeriez avoir quand même une idée sur combien ça vous coûterait d'y séjourner. Le coût de la vie, donc plus pour les gens qui veulent y aller pendant une plus longue période. Là. Exactement, exactement. C'est beaucoup plus intéressant aussi de faire une simulation parce que peut-être qu'un vol aller et se loger au Mexique, ça coûterait peut-être plus cher qu'aller à New York. Mais New York, le coût de vie là-bas, c'est beaucoup plus élevé. Donc, tout ce que vous économisez en allant à une destination qui coûte pas cher en termes de vol, bah, vous le perdez, voire même vous payez le double en coût de vie. Donc, ça aussi, c'est intéressant de garder en tête. J'ai une autre question de Frédéric. Il Oui. dit que est-ce qu'il y a des partenariats ou offres spéciales avec des compagnies aériennes, hôtels ou autres services spécifiques au cargo? Est-ce qu'il y a des rabais pour les membres? Alors, normalement, pour vos vols et tout, vous avez une remise en argent sur vos achats avec les vols, hôtels, peu importe. Mais c'est juste qu'on a comme je t'avais dit, pour l'instant, on a un partenariat avec Booking.com qui donne 6% de remise en argent sur votre réservation. Mais on a aussi un partenariat avec un organisateur de voyage qui s'appelle Contiki. Et je suis sûr que il y a des gens qui vont reconnaître la marque parce qu'ils font vraiment des voyages très cool, beaucoup plus axés sur des activités. Des voyages activités organisés ou culturelles. c'est. OK. C'est des voyages organisés avec un aspect beaucoup plus culturel, beaucoup plus local, responsable, etc. Donc, ça aussi, ils font beaucoup plus des voyages en Patagonie, etc. Donc, c'est des destinations qui sont, je dirais, moins connues parmi les gens qui aiment peut-être des destinations beaucoup plus populaires. Mais oui, ça aussi, vous pouvez avoir un rabais additionnel ou une remise en argent additionnelle, mais il y a aussi d'autres marques et d'autres partenaires que nous avons, que vous pouvez voir sur le site web. Écoute, merci beaucoup, Yacine, d'avoir peut-être donné, d'avoir répondu à toutes les questions de ceux qui ont assisté au webinaire puis aux miennes. Il reste encore, techniquement, on avait dit que c'était jusqu'à 6h30, fait que s'il y a une autre question qui se manifeste, je vais la poser, mais sinon, je pense qu'on serait prêt à clôturer ça. Si les gens ont encore des questions, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre ou ce serait quoi le moyen de te poser les questions s'ils se disent
J'aurais dû poser cette question-là. Oui, bah, écoutez, avec grand plaisir. Normalement, comme je t'avais dit, je pense que on a pensé à toutes les questions possibles que vous pouvez trouver sur notre FAQ. Mais sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi de nous contacter sur support @commercial.coro.ca. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Julien, et n'hésitez pas, hein, genre, on est 300 employés chez Coro genre, on a quand même tout un village derrière nous justement pour répondre aux questions et pour vraiment vous guider par rapport à vos questions en ce qui concerne vos finances, les budgets, etc. Donc, avec grand plaisir quand vous voulez. Parfait. Ben, merci beaucoup, Yacine. Merci à tous ceux qui sont venus assister au webinaire. Puis, bon voyage. Bon voyage et tenez-nous au courant, hein, mais merci beaucoup pour Parfait. l'invitation. Salut.